micro dans un premier temps, s'il vous plaît, afin qu'on n'y ait pas d'interférence. Ça marche bizarrement. C'est bon là? Je pense que c'est Oui, c'est bon, oui. C'est bon, c'est bon. On y va. Vas-y, tu peux aller. Bien, je vous propose de démarrer sans plus attendre, mes chers collègues. Nous poursuivons nos travaux consacrés à la réalisation d'un bilan du fonctionnement de l'intercommunalité depuis l'entrée en vigueur des lois dites MAPTAM et NOTRe, avec une table ronde consacrée à l'audition des maires issus d'intercommunalités différentes les unes des autres. J'ai l'honneur d'accueillir en votre nom à tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs, Yann Scott, maire d'Ardricourt, monsieur Vincent Boulnois, maire de Châtelard, madame Christiane Tincelin, maire de Barfleur, monsieur Werner Kervarek, maire de Guesnes, madame Isabelle Sureau, maire de Blanzé, monsieur Xavier Odo, maire de Grigny-sur-Rhône, monsieur Laurent Fourcade, maire de Barbazan-Dessus, et monsieur Paul Roland Vincent, maire de Bourgneuf. Voilà, je les ai tous cités. Est-ce que toutes ces personnes, tous ces maires sont présents? C'est le cas pour Ardricourt. D'accord. Mesdames et messieurs, merci de vous être rendus disponibles aujourd'hui pour nous faire partager le fruit de votre expérience de terrain. Depuis le début de nos travaux, beaucoup de voix se sont élevées pour regretter le caractère hégémonique de certaines intercommunalités nées de la mise en œuvre de la loi NOTRe, même si un grand nombre de personnes entendues reconnaissent également l'apport des intercommunalités en termes de conduite de projets structurants. La gouvernance des intercommunalités, leur mode de fonctionnement et la voix des petites communes sont trois sujets essentiels sur lesquels votre analyse est très attendue et permettra de nourrir la réflexion de notre mission d'information. Celle-ci n'a pas pour objectif, je le rappelle une nouvelle fois, de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, ni même l'ensemble de l'architecture mise en place il y a maintenant 10 ans, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. Il est important que vous puissiez nous indiquer quelle est votre vision globale du fait intercommunal, mais aussi nous expliquer quels sont les points qui vous semblent poser problème ou susceptibles d'évoluer. Avant de céder la parole à notre rapporteure Maryse Carrère, je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion en visioconférence et qu'elle sera disponible sur le site internet du Sénat. Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et merci de nous consacrer ce temps de discussion sur le fait intercommunal. Donc, moi, je vais rapidement vous poser quelques questions et peut-être en préambule laisser la parole à chacun pour quelques minutes pour nous dire de manière générale quelle appréciation vous portez aujourd'hui sur les intercommunalités, sur leur fonctionnement, bien sûr celle à laquelle vous appartenez, et quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans celle-ci. Donc, je ne sais pas qui commence peut-être dans l'ordre. On va faire Monsieur Scott, peut-être, maire d'Ardricourt. Oui, volontiers, mesdames et messieurs. Merci d'abord de nous convier à échanger sur cette question du fait intercommunal. Je suis Yann Scott, maire d'Ardricourt, une petite commune située au cours du parc naturel régional du Vexin français, une commune de 2600 habitants au nord des Yvelines, que l'on peut qualifier de urbaine ou de périurbaine, comme on l'entend, donc dans une vallée de Seine en phase post-industrielle,
en proie à différents soucis de réorganisation. L'intercommunalité a été présentée, en tout cas à l'époque, comme peut-être une solution d'ensemble, mais j'imagine qu'on aura ensuite d'évoquer les atouts et les limites de ce qui devait être au départ un outil et en fait a très certainement supplanté l'échelle communale dans s'insérer entre un département et une autre. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive sur ces questions ou si nous continuons autour de table. Oui. Monsieur Boulnois, peut-être, maire de Châtelard. Est-ce que nous l'avons en ligne? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc Vincent Moine, le maire du Châtelard, donc en Savoie. Pour nous, l'intercommunalité, donc on est sur l'intercommunalité de Grand-Chambéry, une intercommunalité qui est à 3/4 d'heure, enfin la ville porte, enfin la ville centre est à 3/4 d'heure de notre massif, ce qui fait qu'on est quand même géographiquement détaché. Nous, la problématique, elle n'est pas du fait d'être encore peut-être mis dans une grosse interco. Au contraire, ça nous a porté sur un massif qui fait 5400 habitants, des petites composées de 14 communes de 6 à 700 habitants, voire on a des communes à 100. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un ancien chef-lieu de canton, le Châtelard, et l'ancienne intercommunalité portait beaucoup de compétences que les communes n'avaient pas la capacité d'avoir. Et l'actuel interco n'a pas toutes ces compétences. Et aujourd'hui, on a dû créer un CIVU qui se transforme en CIVOM pour compenser. Et aujourd'hui, nous, la commune du Châtelard, qui est ancien chef-lieu de canton, on a une perte économique. Par contre, on joue toujours la centralité. C'est-à-dire qu'on a 700 habitants, on a un collège, alors qui est pour le territoire. On a un collège, on a la gendarmerie, on a le centre de secours, l'antenne de cet agrément, parce qu'à 3/4 d'heure, vous pensez bien qu'il faut une antenne. On a aussi l'antenne du département pour tout ce qui est voirie, pour tout ce qui est social. Et aujourd'hui, nous, structurellement, ça veut dire qu'on est le centre un peu du massif. On n'a pas de dotation pour ça, parce que c'est tout pris par l'agglo. Et en fait, géographiquement, on avait défendu le fait qu'il fallait qu'on s'associe sur certaines compétences. Ce n'est pas en cause le fait d'être associé à une grosse intercommunalité, parce qu'aujourd'hui, ça nous donne des moyens sur le transport, sur les déchets, sur l'eau, et même sur les compétences que l'agglo nous apporte. Le souci, c'est qu'on a quand même cette différence géographique, qui fait, cet éloignement géographique par rapport à notre intercommunauté, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve isolé un peu. Et c'est la mairie du Châtelard qui joue en fait toujours le rôle de chef-lieu de canton sans les moyens. Enfin, c'est un peu là-dessus. Et on a un autre problème par rapport à mon prédécesseur, c'est que nous, on n'est pas en zone périurbaine, mais on a une zone très peuplée autour, un cercle qui fait 450 000 habitants, et on est le terrain de jeu, et on a une forte population qui vient utiliser du loisir de pleine nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 5400 habitants résidentiels. Quand on fait les études avec les portables, on monte à 15 000. Des jours, on monte à 15 000 personnes dans le massif. Voilà, je dirais, pour revenir sur d'autres points. Merci. On continue avec monsieur le maire de Barfleur. Monsieur... pardon, madame, oui, Christiane. Esconnect. Monsieur le maire de Guesnes. Monsieur Kervarec. Oui, bonjour à tous et merci de me faire participer à vos débats. C'est un peu fort, non? La commune de Guesnes est une toute petite commune de 230 habitants dans le Nord-Vienne. Nous sommes en limite de département et de 3 régions en fait, puisque nous sommes commune de la Nouvelle-Aquitaine, mais tout près de nous, on a Chinon qui est dans le centre, et puis on a Saumur dans le Val-de-Loire.
Donc, nous sommes vraiment à une frontière et l'Interco, le pays loup du nez, est en limite de tout. Je suis maire depuis 2020 seulement. J'étais précédemment dans l'industrie où j'ai dirigé des usines un peu partout en France, en Allemagne et en Suisse même. Donc, j'ai découvert l'organisation territoriale et ça a été une découverte assez intéressante dans le sous. Pour une petite commune comme la mienne, la finalité est quelque chose d'important. Le maire d'une commune de 230 habitants ne peut pas grand-chose sans les appuis qu'il reçoit aujourd'hui dans l'intercommunalité. Sachant que l'aide, par ailleurs, nous arrive surtout du département et que la région, pour nous, c'est une grande inconnue. La région, quelque part, pour moi, n'existe pas ou pratiquement pas dans différents domaines, même des domaines très importants qui me sont chers, comme le développement économique, on n'en entend pratiquement pas parler. Voilà, donc, premier petit infos par rapport à ce que j'ai vécu en arrivant sur ce territoire. Merci. Madame le maire de Blanzey, si elle est Isabelle Sureau. Oui. Oui. Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, commune de Blanzey dans le sud de la Vienne, limite en département avec la Charente et les Deux-Sèvres. Commune de Blanzey de 830 habitants environ. Et donc la communauté de communes du Civrésien en Poitou, 35 communes et environ 28 000 habitants. La fusion, la dernière fusion des communes s'est faite un peu parce que ça a été une fusion forcée et on en ressent un peu les conséquences maintenant. C'est assez compliqué de travailler tous ensemble. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Très bien. On y reviendra. Monsieur Odo, maire de Grigny-sur-Rhône. Est-ce qu'il est là? Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Grigny-sur-Rhône, donc ville de 10 000 habitants dans la métropole de Lyon. Donc métropole de Lyon, objet atypique en termes de nominalité. Je rappelle, métropole de Lyon, 58 communes, 1,4 million d'habitants, un budget global de à peu près 4 milliards d'euros, mais dont les élections sont directes. C'est-à-dire que pour la ville de Grigny-sur-Rhône, le représentant, c'est l'opposition, qui aux élections municipales a fait 30% et est représentant de la collectivité au sein de la métropole de Lyon. Et donc, toutes nos difficultés résident finalement là-dedans, dans une intercommunalité qui n'en est plus une, qui a finalement sa lecture d'un programme respectable, c'est pas le débat, mais finalement avec une très grande verticalité qui s'applique sur nos communes et que finalement, dans nos communes, nous sommes davantage peut-être des maires d'arrondissement aujourd'hui que nous ne sommes des maires de plein exercice. Sur bon nombre de dossiers, nous n'avons plus de mots à dire, les choix sont faits ailleurs et nous sommes là pour, je dirais, appliquer ou subir, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, donc un élément particulier dans une métropole lyonnaise qui finalement n'est plus une communauté urbaine comme on l'était à une époque, qui a pris ses compétences de département par ailleurs et qui a un certain nombre de compétences qui sont non plus en subsidiarité, mais en gestion directe. Comment on fait pour vivre une harmonie dans tout ça? C'est le débat que nous essayons de construire avec mes collègues. Merci. Monsieur Laurent Fourcade, maire de Barbazan-Dessus, pour les Hautes-Pyrénées. Où est-il passé? Oui. Oui.
Allez-y, Monsieur Fourcade. Oui, donc Laurent Fourcade, maire d'une petite commune dans les Hautes-Pyrénées entre Tarbes et Lourdes, une commune de 176 habitants. Alors nous étions en 2017 une petite communauté de communes de 27 communes, 6000 habitants, où malgré tout ça fonctionnait assez bien dans un domaine particulier où on arrivait à maîtriser la fiscalité et les services rendus. Et en 2017, on nous a imposé de fusionner avec une autre communauté de communes d'une même taille, où on se retrouve maintenant avec une communauté de communes de 53 communes et 12 000 habitants, mais où du coup les masses sociales, les budgets ont explosé, dont les taux de fiscalité ont explosé, me semble, pas mal de conflits par rapport à cette fusion, quoi. Voilà. Merci. Et on termine par... après, on verra du côté de Madame Tincelin, mais Monsieur Paul Roland Vincent, maire de Bourgneuf. Bonjour à vous toutes et tous. Alors moi, j'appartiens à une commune qui s'appelle Bourgneuf, 1500 habitants, dans l'agglomération de La Rochelle. La communauté d'agglomération fait 180 000 habitants, donc nous, je l'avais dit, 1500 habitants, c'est pas grand-chose. On a été rattaché à la CDA de La Rochelle en 2014, suite à la fin de la communauté de communes atlantique. On a le sentiment qu'on est un peu les nouveaux venus, même si ça fait 11 ans qu'on a été rattachés. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se faire entendre. Il y a 82 conseillers communautaires et Bourgneuf compte un conseiller communautaire, ce qui ne fait pas un poids énorme dans les décisions qui sont prises. Voilà, écoutez, je pense que pour la présentation, j'en ai terminé. Merci, pardon. Nous allons... Ah oui, pardon. Madame Tincelin, est-ce qu'elle nous a rejoint? Oui. Madame Tincelin, Madame le maire. Veuillez m'excuser de mon retard. J'ai laissé passer le temps abusivement. Donc, merci de me laisser prendre la parole et de m'avoir invité. Personnellement, je suis maire de la commune de Barfleur depuis peu de temps, depuis avril 2010. La commune de Barfleur est une toute petite commune de 550 habitants qui a la particularité de se situer à la pointe extrême nord-est. Donc, on a 90 degrés de terre pour 270 degrés de mer autour de nous. Et donc, c'est une commune qui a la qualité d'avoir beaucoup de charme, un héritage historique important. Donc, c'est très valorisant de s'occuper de ces communes, qui fait d'ailleurs partie des plus beaux villages de France. Sur le plan de l'organisation administrative, la commune de Barfleur faisait partie d'une intercommunalité de 15 villages, jusqu'à ce que la communauté d'agglomération se mette en place, si ma mémoire est bonne, en 2017 ou 2018, je ne sais pas exactement. Cette communauté d'agglomération regroupe 129 communes maintenant, avec les sous-ensembles tels que celui du Val-de-Serre dont je viens vous parler. Je dirais que moi je suis très très satisfaite de ce mode de fonctionnement, d'abord parce qu'on a eu la chance d'avoir des équipes extrêmement pertinentes et dynamiques à la place de l'agglomération, et que cette agglomération est vraiment au service des communes. Donc on a beaucoup de prestations qui nous sont rendues, et je pense que l'agglomération vit bien dans son mode de fonctionnement. Bon, on a la chance aussi d'avoir un environnement économique assez positif, ce qui facilite toujours un peu les choses du côté des ressources et des redistributions. Voilà pour le cadre général. Donc le Cotentin, c'est vraiment notre PCI de proximité. On a aussi des relations fortes étant un port départemental avec le département pour pas mal de questions portuaires et d'aménagement d'espaces portuaires. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je peux vous dire. Merci beaucoup.
On va peut-être reprendre un peu, j'ai noté quelques points chez chacun d'entre vous. Concernant la carte intercommunale, est-ce que vous pensez qu'elle est adaptée aujourd'hui au périmètre de votre intercommunalité? Est-ce que vous seriez, le cas échéant, favorable à des ajustements limités ou au cas par cas à la demande des élus locaux? Alors c'est plutôt une question pour monsieur le maire de Châtelard peut-être, puisque vous êtes une commune avec un territoire important, puisque vous êtes à 45 minutes de l'autre commune de votre intercommunalité. Est-ce que vous seriez, vous, favorable à des ajustements ou à une modification de la carte intercommunale? Sur certains points, je pense qu'il faudrait, parce que c'est vrai que on a une particularité montagneuse qui fait qu'on est éloigné physiquement de notre agglo central. C'est-à-dire que nous, on fait la moitié, les 14 communes pour 5400 habitants représentent en territoire la moitié du territoire de l'agglomération de Grand-Chambéry. Donc oui, il y a quand même cet éloignement qui demande quand même qu'à un moment une spécificité et une reconnaissance pour que ce territoire continue à vivre et qu'on puisse garder des services. Voilà, c'est surtout ça. Et peut-être sur la carte intercommunale, je ne sais pas comment on pourrait la traduire, mais au lieu d'aller sur certains maires, certains collègues maires du Péchy, ça fait une commune nouvelle, mais on sent quand même encore des réticences. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, on ne met pas en cause, mais le fait de dire, tout en restant dans cet interco qui nous amène quand même financièrement des choses sur ses compétences, et sur des compétences qu'elle n'a pas, et cet éloignement, le fait que ces communes, ces 14 communes, qui sont des petites communes, puissent à un moment trouver des outils pour investir sans pouvoir avoir une vision globale du territoire, mais de notre territoire au niveau du massif. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Oui, si, c'est très clair. Justement, c'est peut-être Madame la maire de Barfleur. Vous avez parlé de sous-ensemble, que vous faisiez partie d'un sous-ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, disons que les anciennes communautés de communes sont restées des pôles, puisqu'en fait, le territoire est assez grand, puisqu'il y a 129 communes. Donc, si vous visualisez un peu le département de la Manche, ça représente tout le nord cotentin, depuis la côte ouest jusqu'à la côte est, et puis bien sûr la côte nord. Donc, on est très cerné par la mer. Mais les distances sont grandes et les problématiques sont très différentes entre les communes de la Hague à l'ouest et nos communes qui sont plutôt des petits villages sur la côte est, pour faire simple. Donc, on a gardé, je trouve que c'est une très bonne idée, cette notion de pôle qui correspond à l'ancienne commune. Donc, nous sommes toujours 15, nous étions 15 dans la communauté de communes, nous sommes 15 dans le pôle du Val-de-Serre. Donc, nous travaillons ensemble dans un réseau de proximité et nous préparons ensemble les réunions du conseil communautaire. Et je pense que c'est une bonne unité intermédiaire entre le village lui-même, qui est souvent assez petit dans notre Cotentin, et puis la grande agglomération de 129 communes, qui est quand même un peu impressionnante en termes de dimension. Est-ce qu'il y a par contre des services différenciés par rapport au reste de la communauté, ou par le biais de services communs ou de compétences à la carte? Oui, alors je ne suis pas une experte, parce que je n'ai pas participé à la réalisation du départ de la communauté d'agglomération, mais il y a bien sûr les compétences obligatoires de l'agglomération et puis les compétences qui peuvent être, qui ont été maintenues par les communes, je prends qui ont été reprises par l'agglomération et qui étaient auparavant au niveau du pôle d'activité. Par exemple, nous, il y avait un cinéma qui se trouvait sur notre pôle et la communauté d'agglomération a repris le cinéma, mais c'est une spécificité de notre commune. Je pense que pour la petite enfance, tous les pôles ne fonctionnent pas de la même manière, mais j'avoue que là, je n'ai pas beaucoup d'informations précises, mais je sais que
il y a des compétences qui sont plus ou moins, qui sont prises en charge pour la communauté d'agglomération et pas pour d'autres pôles. Merci. Monsieur le maire de Bourgneuf, peut-être, hein, vous avez dit que vous étiez peut-être un peu noyé dans la grande intercommunalité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez imaginer des solutions comment vous faire entendre dans cette intercommunalité? Est-ce que vous imaginez quelques améliorations possibles? C'est difficile quand on est face à une ville qui fait 80 000 habitants et que sur elle on fait 1500, c'est pas toujours évident de se faire entendre. Je pense quand même que la conférence des présidents, la conférence des maires, pardon, la conférence des maires devrait avoir un rôle plus réel dans le fonctionnement de l'agglo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conférence des maires, on participe sur divers problématiques, mais on n'a pas de pouvoir de décision. Et ça, je pense que ce serait quand même pas mal que les 28 maires actuels puissent impulser un certain nombre de politiques, ce qui n'est pas le cas. Alors on a le bureau communautaire, mais le bureau communautaire est plus vaste et avec une surreprésentation de la ville-centre. Et donc les décisions nous échappent en partie. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait donner une place plus importante à la conférence des maires. Elle se réunit, votre conférence des maires? Oui, à peu près tous les mois. Tous les mois, oui. Toutes les 4 à 6 semaines. Le bureau, c'est la même chose. Et puis le conseil communautaire, tous les mois aussi. En fait, quasiment tous les jeudis, on se rencontre pour évoquer des sujets qui sont différents. Et c'est un espace de dialogue, un espace de décision plutôt? Vous le voyez, vous l'apercevez comment? Oui, c'est ça, c'est un espace de dialogue. On a l'impression d'être écouté, mais pas toujours entendu. Très bien. Monsieur le maire, je vais revenir sur... monsieur le maire de Guesnes, vous avez dit que la communauté de communes était essentielle pour votre commune. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Plusieurs. Vous avez entendu, monsieur le maire de Guesnes, monsieur Kervarek? Ah. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas entendu le nom de Guesnes. Oui. Pourriez-vous répéter votre question? Oui. Vous avez dit que la communauté, vous étiez nouvellement élu, enfin vous êtes de la génération des élus de 2020, vous avez dit que la communauté de communes était essentielle pour votre commune. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de bonnes pratiques et des exemples de compétences essentielles que la communauté de communes exerce pour vous? Oui, je dirais que c'est pratiquement toutes les compétences. Quand nous sommes arrivés, il n'existait pas de projet de territoire sur la communauté de communes. Donc, en particulier, on a développé un projet de territoire qui a essayé d'intégrer vraiment sur la communauté de communes les besoins de l'ensemble du territoire des communes. Et dans le cadre du développement ensuite de ce projet de territoire, un certain nombre d'actions ont été mises en place, comme le regroupement des bibliothèques, le regroupement de différents sujets qui font que les petites communes peuvent trouver au niveau de la communauté de communes des appuis, que ce soit pour leur propre développement ou pour la vie de tous les jours des gens de la municipalité. Sur des compétences, est-ce que vous avez, par exemple, des compétences comme l'eau et l'assainissement qui ont été transférées?
Absolument. Oui, oui, toutes les compétences d'assainissement ont été transférées. Tout ce qui est également éclairage public, on a sur la Vienne une société de régie qui est l'équivalent départemental d'EDF et qui est très active et qui est très active également avec le département, les intercommunalités. Et donc à ce niveau-là également, tout fonctionne pour le mieux. Sur le plan du tourisme, puisque nous sommes dans une région qui touche au Val-de-Loire, au Saumurois, nous avons beaucoup d'appui avec la communauté de communes. Et donc, le coût du tourisme dans le Loup-du-Nez, par exemple, fonctionne parfaitement bien pour faire fonctionner le tourisme dans des petites communes qui ont la chance d'avoir un côté attractif de ce côté-là. Donc vous pouvez dire que l'intercommunalité fonctionne bien chez vous? L'intercommunalité fonctionne bien, oui, je pense pouvoir dire ça. Très bien, merci. Avec l'aide du département, toujours. Oui. Sur monsieur, je vais revenir à monsieur Fourcade. Vous avez dit que vous étiez sur une intercommunalité, bon, que moi je connais bien pour ma part. Vous êtes aujourd'hui, je crois, en train d'essayer de quitter cette intercommunalité pour aller dans une autre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche et de la procédure de changement d'intercommunalité? Oui, donc oui, on veut essayer de justement, nous, malgré qu'on soit devenu toujours une petite intercommunalité, on est passé d'une intercommunalité de 6 000 habitants à une intercommunalité de 11 000 habitants. Ce qui s'est passé, c'est que malgré que ce soit toujours une petite intercommunalité, on n'a pas trop de pouvoir se déléguer dans une aussi. Et malgré tout, cette intercommunalité, elle a voulu se développer comme une grande. C'est-à-dire qu'on a des gros frais de structure. Il y a eu tout un tas qui ont été créés, des DGS, des chargés de développement, des chargés de mission et tout ça. Du coup, les masses salariales ont explosé et le taux de fiscalité a explosé. Pour vous donner un exemple, notre petite commune, 176 habitants, on est tous les ans par le foncier 27 000 euros de commune et on arrive à justifier que 10 000 euros d'utilisés. C'est-à-dire on considère qu'on a 15 000 euros qu'on jette, voilà, qu'on n'utilise pas utilisé. On n'arrive pas à retrouver ces 15 000 euros, qu'est-ce qu'ils vont rapporter. Donc nous, la décision qu'on prend, c'est systématiquement, on a très peu en plus de compétences dans cette communauté de communes. Il y a que le ramassage des ordures, pour ainsi dire, et le SDIS, quoi, le pompier. Et on se dit que si jamais on doit augmenter de compétences, de nouveau, les taux de fiscalité vont exploser. Donc, dans cette communauté de communes, ma commune, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de projet, elle ne voit pas de sens. Et elle préfère éventuellement essayer de se diriger vers une communauté de communes beaucoup plus grande. C'est l'agglo de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, où peut-être, là aussi, elle n'aura pas sa représentativité, mais au moins, elle aura accès à plus de services et avec une fiscalité plus sereine, plus raisonnée et plus maîtrisée. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Donc là, on vient de délibérer pour demander le changement, donc de demander de quitter la commune là où on est actuellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on justifie que chaque année, on perd 15 000 euros, mais en plus, on nous dit que pour partir, il faut payer des pénalités. Donc, ce qui veut dire que chaque année, depuis 7 ans, on perd 15 000 euros. Quitter cette communauté commune, on va nous demander 25 000 euros de pénalité. Donc là, il faut quand même arriver à convaincre le conseil municipal que si on change, pendant un an, on ne va pas faire d'investissement parce que ces 25 000 euros qui auraient pu faire de l'investissement vont permettre de payer cette pénalité. Ensuite, il y avait la difficulté aussi que les 2 tiers des communes de cette communauté de communes nous laissent partir.
parce que tous les maires, ils me disent, nous, tu as tous les arguments pour partir, on veut que tu partes, mais on ne va pas voter pour la simple raison que les 25 000 € que tu nous amènes, il va falloir les trouver ailleurs. Donc, il y a toujours cette particularité aussi où on n'est pas sûr d'avoir les 2/3 des communes qui vont donner l'autorisation de quitter cette communauté de communes pour pouvoir intégrer l'autre. Et la suite de la procédure, ça sera quoi? Après, il y a la décision du Conseil. Là, on attend les communes de la communauté de communes qu'on veut quitter ont 3 mois pour délibérer ou non l'autorisation de quitter cette communauté de communes. Voilà. Donc là, ils ont 3 mois jusqu'à fin septembre pour pouvoir délibérer, sachant que les communes qui ne délibèrent pas, c'est considéré comme négatif. Donc il faut vraiment que les 2/3 de communes soient d'accord pour qu'on quitte cette commune. Et ensuite, bien sûr, il faut que l'autre communauté de communes nous accepte aussi. Voilà. Mais après, tous les arguments ont été, on a dû faire une étude d'impact. Bien sûr, il faut faire quand même tout un tas il faut faire pas mal de réunions avec les services des impôts, les services des États, puisque dans le cadre légal, pour demander à quitter une communauté de communes, il faut développer une étude d'impact. Très bien, merci. Moi, j'en aurais fini après cette question avec Monsieur le maire de Grigny-sur-Rhône. Vous avez dit que vous considériez comme un maire d'arrondissement. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons quelles compétences vous exercez aujourd'hui en tant que maire? Qu'est-ce qu'il vous reste? Et pourquoi vous dites que vous êtes un maire d'arrondissement? Alors, il nous reste les compétences classiques, les écoles maternelles, la petite enfance, l'état civil et un certain nombre de compétences de ce niveau-là, mais on n'a plus du tout de choix sur l'urbanisme. Le PLUH est intercommunal, le SCOT est défini par la métropole de Lyon et les choix sont pilotés par... le dialogue, il est inexistant, c'est les techniciens qui sont nos interlocuteurs. Et quand on veut travailler avec un EPF, on nous dit ben, il n'y aura pas d'EPF sur le territoire. Nous, on est membre d'EPORA, qui est un EPF, pour pouvoir travailler sur les projets. On nous dit ben non. Sur la partie SRU, alors moi j'ai l'avantage d'avoir 35% de logements sociaux, donc je n'ai pas d'impositions qui me sont faites. Mais quand on demande à restructurer, j'ai mis 11 ans là pour arriver à lancer une restructuration dans un quartier politique de la ville. C'est aussi des choix sur les voiries. Les voiries appartiennent à la métropole. Le choix est fait de ne pas entretenir les voiries, de ne pas couper les herbes dans les voiries avant le 15. Donc c'est vous qui, finalement, les communes, êtes obligés d'aller le faire parce que personne ne vient le faire et que les habitants trouvent que c'est juste inesthétique, mais en plus aussi un certain nombre de développements de difficultés de propreté qui vont avec. Sur le développement économique, on a demandé par exemple, ok, le développement économique est de la compétence de la métropole de Lyon, ok, mais nous on a des friches industrielles qu'on voudrait redynamiser. Ah, nous, elles ne sont pas prioritaires. Oui, mais alors dans ce cas, on peut le faire nous? Non, parce que nous, on n'a pas la compétence, la commune. Il faut que vous nous la déléguiez. Donc, c'est-à-dire que la métropole doit se saisir de dire qu'est-ce qui sera intercommunal, qu'est-ce qui est communal. Aujourd'hui, il n'y a aucun choix qui est fait, et donc on aura fini un mandat total sans qu'on puisse faire un choix, et que l'intercommunalité n'a pas fait le choix de dire est-ce que vous pouvez être compétent ou pas compétent sur ces domaines-là. Et voilà, on peut parler d'un certain nombre de choix après qui sont complexes. Moi, j'ai 2 sujets qui sont au tribunal administratif avec la métropole de Lyon. L'un sur une ZAC intercommunale où on nous demande de payer le déficit de la ZAC intercommunale. Je ne suis pas compétent. Je ne vais pas payer 1,6 million sur quelque chose qui est incompétent, qui a été fait en 2005 et qu'aujourd'hui, on voudrait nous faire payer alors que les ZAC et le développement économique sont cette métropole. Donc voilà, on est dans un choix qui est régulier, qui est fait dans l'instance, qui ne siège pas. Les conférences métropolitaines des maires sont faites en 1 heure et c'est de l'information et pas du dialogue. Et s'il y a eu une remontée sur 58 maires, on était plus de
45 maires à monter au créneau en disant c'est inacceptable, on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions-là. C'est que aujourd'hui, les choix peuvent être considérés comme iniques, mais le débat n'est pas là. C'est à quel moment il reste des choix aux élus de terrain qui, eux, sont en contact avec la population. Parce que les 10 000 habitants de la Grigny-sur-Rhône, ils s'en moquent, que ce soit de la compétence de la métropole, que ce soit de la compétence d'un tel ou d'un tel. Le problème, c'est qu'à l'instant, il y a un seul interlocuteur, c'est le maire. Les vice-présidents ne viennent pas sur les territoires, et donc à l'issue, quand il y a un dialogue avec les habitants, on n'arrive pas à faire descendre les vice-présidents, on nous envoie gentiment des techniciens, mais c'est tout. Donc en cela, on pense, et quand je dis on, c'est je le pense, et nous sommes de maires à penser, que nous sommes maintenant des maires d'arrondissement, nous faisons les mariages, nous accueillons dans les écoles, nous gérons les canicules dans les écoles, mais en aucun cas on ne peut faire des choix stratégiques, ni sur les voiries, ni sur l'urbanisme, ni sur le développement économique. Merci. Il nous restait Madame la maire de Blanzé, je crois, qui n'a pas pris la parole. S'agissant de la gouvernance de votre intercommunalité, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que votre appréciation est prise en compte? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on vous considère? Et si non, quel mécanisme vous pensez-vous qui serait utile pour remédier à cela? Alors, c'est assez compliqué parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été la fusion de 3 communautés de communes qui ne souhaitaient pas, en fait, fusionner. Ça a été contraint et forcé. Et chacun reste un peu sur son précaré et défend son petit coin. Et c'est assez compliqué. Il n'y a pas d'esprit communautaire. Il n'y a pas de dialogue. Enfin, moi, je me trouve, je suis mal à l'aise dans cette communauté de communes. Il y a 35 communes, 59 conseillers communautaires. Ma commune, nous sommes deux conseillers et c'est compliqué. Par exemple, la compétence ordures ménagères donc, est confiée à la communauté de communes qui a redonné à un syndicat le CIMER là, pour la Vienne. Mais dans notre communauté de communes, il y a un ancien canton qui a gardé la compétence ordures ménagères. Donc ça crée quand même des différends parce que tout le monde au sein de la communauté de communes ne paie pas la même redevance. Donc c'est assez compliqué. Juste une question, vous étiez élu avant dans l'autre intercommunalité? Oui. Oui. J'ai été élu en 2014 et il y a eu une première fusion donc en 2014 avec 2 petites communautés de communes et là ça se passait très bien. Il n'y avait pas de... C'était deux communautés de communes à la même échelle avec le même bassin de vie alors que là la nouvelle communauté de communes il y a 3 bassins de vie on va dire. Donc c'est vraiment différent et c'est compliqué. Merci. Les collègues, des questions. Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, j'avais une question à poser à tous ces maires. Donc les élections municipales approchent, n'est-ce pas, l'année prochaine. Donc, première question, est-ce que vous allez vous représenter? Et surtout, par rapport à notre sujet, est-ce que vous pensez que l'intercommunalité, pour vous et vos équipes municipales, ont une influence dans le choix que vous allez faire? Et quelle est la perception des habitants de l'intercommunalité? Voilà. Donc le lien entre intercommunalité, se représenter et ce qui arrive donc en 2026. Merci. Allez-y, Madame le maire. J'invite ceux qui se sentent concernés par la question que vient de poser notre collègue à bien vouloir répondre. Je vous réponds.
Allez-y. Déjà, pour 2026, non, je ne me représente pas. 2 mandats, et je trouve que 12 ans, c'est pas mal. Et donc, je vais essayer de profiter un peu de la vie familiale. La perception que mes administrés, à mon avis, elle est proche de pas grand-chose. Hein. C'est vrai que c'est le maire qui est en première ligne, et je ne pense pas que les habitants aient une vision très très précise de ce que fait l'agglo. Moi, je rejoins quand même beaucoup ce qu'a dit M. Xavier Odo, c'est-à-dire quand même un sentiment de gérer le quotidien et d'avoir que les grandes décisions vous échappent. Donc ça, c'est vrai que c'est assez désagréable. Par exemple, pour le PLUI, c'est l'agglo qui s'occupe du PLUI. On nous oppose le futur SCOT, la Loisanne. Et en fait, ça pose des problèmes énormes parce qu'on a une pression de demande de logement importante sur le littoral atlantique. On peut difficilement construire. Ce qui veut dire, en fait, il y a une différence entre l'offre et la demande. Le foncier augmente et nous, les primo-accédants, ils vont à 40 km de La Rochelle pour pouvoir s'installer, pour avoir les moyens de s'installer. Conclusion, ils prennent la voiture, ils polluent, ils ont une vie une qualité de vie qui se détériore, et nous, nos écoles ont tendance à se vider. Donc, si vous voulez, vraiment, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je voulais vous dire aussi que, par exemple, pour reprendre aussi ce que disait M. Odo, les COPIL, les comités de pilotage, ils sont nombreux. On a plutôt l'impression que c'est des comités d'information que de réel pilotage. Donc ça aussi, c'est problématique. Et puis, le temps qu'on passe à l'agglo, alors je ne sais pas si pour mes collègues maires c'est la même chose, mais le temps qu'on devrait passer ou que l'on passe à l'agglo est complètement gigantesque. J'ai l'impression plutôt la moitié du temps qui est passé là-bas. Et quand on est seul représentant de sa commune, c'est juste impossible et les choses se font en dehors de vous. Donc, bon, c'est vrai que l'agglo de La Rochelle, en tout cas, c'est une belle machine, mais où on se sent un peu à côté. On a affaire à des administratifs de catégorie A, et nous, nos administrations, enfin, moi j'ai 3 personnes à Bourgneuf, donc difficile de leur tenir tête quand ils vous présentent un projet, c'est quasiment impossible. On vous envoie très vite dans les cordes parce que vous n'êtes pas sachant. Je m'arrête là. Merci. Avant de passer la parole à notre collègue David Marguerite, je voudrais que ceux qui se sont concernés par la question qui vient d'être posée réagissent si ça les concerne également. Je peux bien compléter. Oui, je vous en prie. Xavier Odo. Oui, allez-y. Grigny Suron. En fait, le débat, c'est que si on n'est pas représenté à l'intercommunalité, qui est le cas de la métropole de Lyon, notre difficulté, c'est qu'on ne fait pas de choix et on ne pèse rien. Donc, est-ce qu'on se représente? J'aurais tendance à dire oui, j'aimerais bien y aller, mais si c'est pour finalement que tous les choix soient faits ailleurs et qu'on soit là juste pour régler les inondations la nuit du mois d'octobre et régler les problèmes d'usage d'enlèvement des ordures ménagères le dimanche parce qu'il n'y a personne qui va se déplacer, ou nettoyer une voirie. On est dans une ville de 10 000 habitants, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même des sujets réguliers. Si c'est pour qu'on n'ait aucun interlocuteur et qu'on fasse tout sans avoir les moyens, c'est une question vraiment de fond de se représenter ou pas se représenter. Et je prends l'exemple sur les inondations qu'on a eues au mois d'octobre sur la ville, donc des zones métropolitaines et des agents métropolitains qui sont inondés, impossible d'avoir une personne de la métropole en responsabilité qui est capable de donner ni le président ni un vice-président qui est capable de dire oui, vous pouvez demander aux agents de quitter les lieux qui sont en train d'être inondés. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ne sont pas capables d'être au service des territoires
même si ce sont des élus intercommunaux, comment peut-on aujourd'hui gérer des territoires en ayant une telle fracture entre le terrain et l'intercommunalité? Aujourd'hui, c'est un vrai sujet et qui fait qu'on aura un vrai débat, je pense, sur la métropole de Lyon. Si on n'est pas présent en tant que maire et pas représenté à la métropole, je ne vois pas comment on peut peser sur les décisions. Il y a une Scott, mais alors, rebondir sur ce que mes collègues viennent de dire, si je me permets. Allez-y. Oui, je voudrais réagir par rapport à votre question. Donc, d'abord, par rapport à se représenter, oui, je me représenterai l'année prochaine. Pour ce qui est de la perception de l'interco par les habitants des différentes petites communes, je pense que le premier lien avec l'interco, c'est le ramassage des poubelles. Et pour beaucoup d'habitants, et en particulier parce que le PLUI n'a pas été instruit sur l'intercommunalité, le correspondant qu'ils ont pour leur vie quotidienne, ça reste le maire de la commune. Donc l'intercommunalité, elle s'est réveillée en tout début de mandat quand un certain nombre de maires, parmi lesquels j'ai été, ont fait en sorte de casser le PCAET qui avait été prévu par l'ancien mandat, tout particulièrement sur l'axe des éoliennes. Voilà, donc beaucoup de communes se sont retrouvées et beaucoup d'habitants des différentes communes se sont retrouvés là avec un fer de lance de communication et se sont soudés autour de ce sujet. Ce qui a permis ensuite, dans la confection du projet de territoire, eh bien, d'avoir une participation d'un certain nombre d'habitants, de commerçants, d'industriels, de gens qui ont participé à notre construction de projet de territoire. Voilà, donc un peu comment se vit dans un petit territoire cette perception des gens par rapport à l'intercommunalité. Mais je reste persuadé qu'aujourd'hui, ils seront très surpris de ce qui va leur arriver quand le PLUI sera décidé sur l'intercommunalité, parce que ça va faire très mal. Affaire à suivre. Monsieur... Allez-y. Monsieur Scott. Alors évidemment, je souscris totalement à ce que viennent de dire mes collègues, et notamment messieurs Vincent et Odo. Hein. Ardricourt est une petite commune, comme je l'évoquais en préambule, de 2600 habitants, située en région parisienne, au nord des Yvelines. Et la sensation, pour ne pas dire le sentiment que j'éprouve et qui est largement partagé par mes administrés, c'est que, à vrai dire, cette histoire d'intercommunalité est un levier d'action politique, un levier d'accélération de la métropolisation du Grand Paris. Il devient très très difficile aujourd'hui de faire comprendre l'intérêt que peut avoir un administré ardécourtois, une petite commune rurale, hein, comme il en est d'autres, lorsqu'on intègre une communauté urbaine qui est aujourd'hui la plus grande de France, donc 408 013 communes très très différentes. Et d'autant plus difficile de les faire adhérer que cette interco, en fait, à mon sens, n'a pas d'âme. Elle n'a pas d'âme au sens où elle n'a pas de centralité. Vous évoquez depuis tout à l'heure des communes phares qui sont quelque part le centre géographique ou décisionnel de vos structures. Ce n'est pas le cas pour nous. C'est-à-dire, suivi la Seine, entre Paris et la Normandie, on a fait une grande patatoïde et on dirait que 6 intercos pouvaient bien fusionner en une pour donner une communauté urbaine centrique, avec Poissy, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie, mais personne, à vrai dire, ne s'y reconnaît. Lorsque nous sommes dans l'ouest parisien immédiat, la
la seule centralité qui vaut, c'est la Tour Eiffel, c'est Paris. Et donc, on a beau nous expliquer qu'il faut travailler ensemble, qu'ensemble on est plus fort, etc., etc. On a surtout la sensation d'avoir été instrumentalisé pour construire le prolongement d'un RER qui part vers l'ouest ou d'autres sujets de structuration, mais qui nous échappent de beaucoup. Éco étant, comme je l'évoquais, une petite commune. Et puis tout ceci coûte très très cher, ça a été évoqué par mes collègues, mais GPSEO, Grand Paris Seine-et-Oise, c'est plus de 800 millions de budget. C'est la création d'un impôt nouveau, alors que les maires de petites communes s'étaient astreints à limiter le plus possible les augmentations d'impôts. Je ne suis pas en campagne parce que pour répondre à la question, moi non plus, je ne me présenterai pas parce que je trouve que le mandat de maire a perdu grandement de son sens. J'avais l'habitude de présenter comme étant le mandat le plus beau, le plus proche des habitants, celui qui permettait d'influer favorablement sur leur vie du quotidien. Aujourd'hui, j'en doute parce que, comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure, bien des prérogatives nous échappent aujourd'hui et je n'ai pas l'impression que vous, messieurs, semble-t-il, d'inaugurer les chrysanthèmes ou de couper les rubans de projets qui auront décidé ailleurs. La conférence des maires, ça a été dit également, pour moi c'est une chambre d'enregistrement, il y a un atelier occupationnel très très descendant, on y entend des décisions qui ont déjà manifestement été prises en chambre, et en tout cas ça nous est totalement, et puis comment faire croire aux citoyens qu'une assemblée de 141 conseillers communautaires peut valablement débattre et donc vous voyez bien que ce sont des jeux politiques, des groupes politiques se mettent en place, se partagent les postes, mais on ne peut pas dire que ce soit une source de motivation. Donc j'ai, comme nombre d'entre vous certainement, toutes les peines du monde à trouver des successeurs et en tout cas à faire comprendre le sens même de notre engagement et ce pourquoi c'est aujourd'hui encore important d'adhérer. Donc il y a vraiment la question de la focale en fait. Quelle est la taille critique à atteindre pour que ça ait du sens, pour que les coopérations intercommunales fassent sens au quotidien. Voilà, j'espère ne pas avoir monopolisé la parole, mais je tenais à intervenir parce que ça me paraît très très important. Et je vous parlais d'art déco. Ça vous excusez. Noyé aujourd'hui. Une question, après je passe ma parole à mon collègue David Marguerite. Monsieur le maire, c'est votre... Vous êtes maire depuis quand? Alors je suis maire depuis 2014, je termine donc mon second mandat et j'ai été conseiller départemental et avant 2014 conseiller municipal. Donc je pense pouvoir témoigner d'une vraie dégradation quand je parle de l'implication publique, de l'engagement. Merci. J'invite mon collègue David Marguerite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve que c'est très intéressant. On a des échanges qui résument assez bien depuis, les échanges qu'on peut avoir depuis le début de nos auditions, avec à la fois une perception parfois enthousiaste ou en tout cas très favorable de l'intercommunalité et parfois une forme de résignation qu'on vient d'entendre d'une certaine manière où, comme vous le disiez, Monsieur le maire, le débat est compliqué, etc. Moi, en vous écoutant et en écoutant notamment les échanges tout à l'heure sur les difficultés de sortir de l'intercommunalité, je me demandais dans quelle mesure quand même, si on n'avait pas intérêt, le moment venu, à proposer un allègement de la sortie. Parce que quand on voit le parcours du combattant que ça peut être, on se dit que, en effet, il y a un problème de rapport à la liberté même, d'engagement des élus sur un projet intercommunal. Et je me faisais la réflexion de dire que cet allègement pourrait aussi être bénéfique là où ça se passe bien. Parce que d'une certaine manière, on le dit les uns et les autres, le bon fonctionnement d'une intercommunalité est lié aussi aux personnalités d'élus. Et pour être bon, en tout cas pour avoir la pression,
eh bien, la possibilité de sortie, parfois, ça peut être un moyen, dès lors qu'il ne devient pas une menace de blocage ou de chantage. Donc il y a peut-être là un curseur à trouver, peut-être d'ailleurs les uns les autres, vous avez des idées sur la façon dont il faudrait gérer, soit en CDCI, soit autrement, des mécanismes de sortie allégés, sans qu'ils puissent devenir de l'autre côté une menace ou un chantage permanent. Mon collègue posait la question tout à l'heure de la perception de l'intercommunalité. Certains d'entre vous ont commencé à y répondre. Je trouve dans l'intercommunalité, je présidais il y a quelques mois, on avait fait un sondage qui était... qui révélait ce qu'on peut, je pense, imaginer dans la plupart des intercommunalités, c'est-à-dire qu'on pense d'abord au maire, et c'est normal sur les compétences de proximité, mais parfois au maire aussi sur les compétences qui relèvent purement de l'intercommunalité, mais avec quand même une progression sur des compétences qui sont aujourd'hui très assimilées à l'intercommunalité. Je pense aux déchets ménagers, à la gestion de l'eau en particulier chez moi, le tourisme ou des compétences stratégiques. Je voulais savoir si les uns les autres, vous ressentez qu'il y a une progression quand même dans le qui fait quoi auprès de nos concitoyens, et comment pour ceux qui vont repartir aux élections municipales, vous appréhendez le temps de la campagne. Je m'explique, c'est quand même compliqué d'être en campagne municipale, me semble-t-il, de faire campagne sur des projets qui sont très concrets et qui relèvent pour une part essentielle d'entre eux de la décision de l'intercommunalité, qui, elle, définira son projet après les élections. Elle sera bien en incapacité de le faire avant, notamment quand on est de nombreuses communes, pour fonder un projet avant. Donc ça crée, me semble-t-il, un sujet démocratique quand même. Comment vous l'appréhendez, ce sujet, pour ceux qui veulent répondre à la question et ceux qui seront candidats en particulier. Et puis enfin, une remarque très rapidement, en saluant ma collègue, mon ancienne collègue de l'agglomération du Cotentin, Christiane Tincelin, les pôles de proximité, vous posiez la question, Madame la rapporteure, qui était une possibilité réservée dans la loi NOTRe, peut-être ne sont pas assez utilisés là où ils pourraient l'être. Moi, dans mon agglomération, ils sont dotés de services communs. Des services communs qui sont à la carte. Il y a 11 intercommunalités qui ont fusionné et les pôles de proximité, en effet, préparent, comme l'a dit Mme le maire, les conseils communautaires et donc permettent de faciliter un débat à 192 en l'occurrence. Mais surtout, ils gèrent très concrètement des compétences qui ont été restituées, comme la petite enfance, la voirie, le scolaire. Alors, et pas tous de la même manière, en fonction de ce que les communes ont repris ou non. Bref, ils ont du grain à moudre. Et ils exercent vraiment en proximité des compétences qui me semblent pouvoir être une réponse parfois entre l'articulation complexe entre la centralité de l'échelon communautaire et l'échelon de proximité qu'est la commune. Je vous remercie. Si vous voulez, je souhaiterais prendre la parole. Donc, c'était simplement pour dire que moi, je suis un peu de 176 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Donc, pour vous dire que moi, je vais me représenter parce qu'un petit village, je ne peux pas le comparer à des communes beaucoup plus grandes. C'est un petit village, c'est une grande famille. Donc, on fait de l'humain, on fait du social, on fait tout, on connaît tout le monde nous connaît. Même j'ai du mal pour trier les personnes. Il y en a, ils ont du mal pour constituer des listes. Moi, j'ai trop de monde et je vexe les personnes que je ne prends pas dans les listes. Pour vous dire ce que j'en suis, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on en est là dans cette situation, mais c'est vraiment un petit village, c'est très particulier, mais où il y a beaucoup d'associatifs et beaucoup de bénévolats aussi. Mais nous, ce qu'on demande, c'est simplement voilà, avoir de la liberté et pouvoir avoir de la vision. C'est-à-dire, on a un petit budget, on a des petits revenus, avoir la possibilité, avec ces petits revenus, avoir toujours des moyens d'investissement, de pouvoir faire des petits travaux et tout ça. Et pour ça, il faut qu'on maîtrise notre fiscalité, il faut qu'on maîtrise la fiscalité de nos administrés. Et ça rejoint ce que vous disiez précédemment, que peut-être laisser un peu plus de liberté sur les choix des petites communes vis-à-vis des intercommunalités, avec tous les cloisonnements et toutes les pénalités qu'on peut se voir imposer injustement. Je vous remercie. Est-ce que d'autres souhaitent réagir? Juste compléter sur les sorties, par extension aussi, je parlerai aussi des sorties des syndicats intercommunaux. Moi, je donne l'exemple, je suis dans un syndicat intercommunal pour l'informatique qui m'impose un certain nombre de choses et qui me coûte presque 200 000 € par an, des choses qui sont aujourd'hui obsolètes, et on est dans l'impossibilité de quitter, parce que j'ai 2-3 grosses villes métropolitaines qui sont dedans, et à partir du moment où ils pèsent plus de la moitié, c'est fini. On a un certain nombre de maires à dire on n'en veut plus, on ne peut pas sortir, et c'est un vrai sujet.
qui fait qu'on a des dépenses qui sont, là encore, les moins efficientes possibles. Pour ce qui est du débat sur est-ce qu'on va quand même faire des projets malgré les difficultés de les imposer à la métropole? Oui, parce que si on ne prépare pas notre territoire à demain, je dirais qu'il faut vite abandonner notre mission de maire. Si on décide qu'il faut un pôle d'échange multimodal, que ça a du sens et que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir avoir l'accès au bus sur un même lieu à côté d'un parking et peut-être même un parking vélo, ça a du sens. Après que la métropole, de le financer ou pas le financer, malheureusement, ça a quand même le sens de l'histoire de dire que les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ne sont pas déposées par un bus à 300 mètres d'une gare et sont déposées en proximité de la gare. Je pense que là-dessus, il faut continuer à tenir un cap qui est sûrement d'avenir. Moi, c'est pas parce que ça fait 6 ans que j'ai une rue qui est en chantier à côté de la gare que la métropole ne veut pas terminer le chantier parce que soi-disant ils n'ont plus d'argent, qu'il faut se dire qu'on abandonne les habitants de nos territoires. Donc oui, il faut continuer à faire des projets d'avenir, je pense, même si parfois on a le sentiment d'être mis de côté, même si on a parfois le sentiment, alors je dis avec un peu de provocation de temps en temps, mais on a des grands Lyonnais et des sous-grands Lyonnais. Vous parlez de l'attaque des ordures ménagères. Nous, par exemple, sur la métropole de Lyon, tout le monde paye la même taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Au centre de Lyon, où on a 6 ramassages par semaine avec les poubelles ramassées dans l'immeuble, à la petite ville comme chez moi, où on ramasse qu'une seule fois par semaine, on paye la même somme. On considère que c'est inique et on considère qu'on finance pour des gens qui sont au centre-ville, qui ont déjà des transports en commun, qui ont déjà un certain nombre de choses que nous, on n'a pas. C'est, à mon avis, un vrai débat sur le long terme sur comment on arrive à trouver un équilibre entre la première couronne, la deuxième couronne et les villes-centres de nos intercommunalités. Sinon, on se fera assez rapidement. Moi, je veux bien ajouter un petit mot si vous le voulez bien. Donc, concernant les élections, bien personnellement, j'aimerais ne pas me représenter pour des raisons, je dirais, entre guillemets, de limite d'âge. Mais je suis très inquiète parce que j'envie mon collègue des Pyrénées qui a l'air d'avoir une influence de candidat. Nous, c'est vraiment une situation très inverse, donc ça, c'est un point d'inquiétude. Sinon, je suis un petit peu perplexe d'entendre effectivement mes collègues des autres communes, des autres agglomérations, dans la mesure où je trouve que leur vision est très sombre sur les agglomérations. Et encore une fois, je pense que nous avons la chance d'avoir un univers, et je salue tout particulièrement l'ancien président qui est présent dans la salle, dans la mesure où on travaille sur un PEI actuellement, lequel on a trouvé beaucoup en réfléchissant avec les services, avec le pôle de proximité, beaucoup de solutions auxquelles jamais on n'aurait pensé tout seul si on n'avait pas eu cette opportunité. Je pense au développement économique où on a des appuis en termes de conseils, en termes de financement, bien évidemment tout ce qui est eau et assainissement, ordures ménagères, bon, même si les ordures ménagères ont été un sujet difficile, mais franchement on a vraiment une qualité de service. Je ne vais pas vous dire que toutes les communes du Cotentin partagent ce point de vue à l'unisson, et il y a toujours quelques réfractaires. On n'a pas le déséquilibre d'une métropole telle que celle de Lyon par rapport à des petites communes, puisque nous, la plus grosse ville, c'est quand même celle de Cherbourg, importante bien sûr, mais pas de cette dimension. Et donc, voilà pour ce qui est le constat. Donc, je renforce ce point de vue très, très positif de mon point de vue. Quant aux habitants, je pense que les habitants, ils sont un peu perdus dans la complexité de nos organisations. Ils n'arrêtent pas de nous parler des millefeuilles, même si, personnellement, je trouve que finalement, le millefeuille fonctionne assez bien entre agglomération, département et région. La région est assez
nous la percevons comme assez distante, mais quand le Cotentin gère du développement de l'enseignement supérieur, ça vient aussi de la région. Hein, mais c'est vrai qu'on a moins de proximité, bien sûr, avec la Normandie. Voilà, donc moi, ce que je peux dire, donc une grosse inquiétude sur la transition mars 2026, mais sinon, tout va bien à bord. Et si j'avais une dizaine d'années de moins, je pense que je remplirais volontiers. Merci. Question suivante, Madame la sénatrice Berthet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les maires, concernant la compétence tourisme, comment est-ce que s'est organisé son transfert? Est-ce que cela a posé problème lorsqu'il y avait à la fois des communes touristiques qui gardaient leur propre office et pour les autres, est-ce que quelque chose a été organisé? Je vous remercie. Qui souhaite répondre? Je peux poursuivre puisque j'avais la parole, je me permets de la reprendre immédiatement. Bon, bien sûr, nous sommes dans une commune touristique et le Cotentin est un département très touristique. Donc là, il y a une SPL Tourisme qui a été créée par le Cotentin. Et j'avoue que cet outil-là, comme bien d'autres, ont permis de dépasser des querelles de clochers entre villages. Avant, nous avions Barfleur qui avait un office de tourisme qui était en guerre contre celui de Saint-Valaou qui était à côté, etc., même par rapport aux voisins. Là, on a vraiment une politique générale, ça nous soulage énormément. La mission est menée de façon très professionnelle, avec des outils très performants. Et je pense que c'est une très très bonne chose que cette action tourisme soit reprise à ce niveau. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter? Pour répondre à la question, oui, dans le Loudunais, donc nous sommes une région là aussi assez touristique. Hein, on est encore une fois au sud de la Loire, pas loin du Saumurois. Nous avons des grands sites touristiques comme l'Historial du Poitou qui a été créé il y a 2 ans à Mont-sur-Gaine. Et donc l'office de tourisme est vraiment communautaire. Il fonctionne très bien avec un certain nombre d'offices de tourisme, que ce soit le Thouarcé, le Saumurois, ou même le Chinonais. Et au niveau départemental, les liaisons sont là aussi excellentes. Il reste quelques guerres de clochers entre côtés. Elles ont toujours existé en France, elles existeront demain encore. Merci. Oui, le maire du Châtelain, je voulais réagir aussi là-dessus. Allez-y. Oui, nous, pareil, on est une région très touristique, la Savoie. On se fait souvent envahi. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est notre territoire, 5400 habitants, 15 000, on monte jusqu'à 15 000 personnes par jour, des fois, sur notre territoire. Ça a permis quand même l'AGLO d'essayer d'avoir une vision globale sur le tourisme. On a donc un vice-président au tourisme et on a aussi créé, qui dépend de l'AGLO, Chambéry Alpes Tourisme, et qui permet à un moment, sur les querelles de clochers, je rejoins mes collègues, sur les querelles de clochers, de limiter. On les a toujours, hein, on a toujours quelques communes qui étaient stations, qui veulent garder une certaine autonomie, et là le fait d'avoir été englobé dans l'agglomération fait qu'on met un peu tout le monde sur le même piédestal, et c'est pas plus mal parce qu'on a au moins une vision touristique globale et non axée sur certaines communes. Là-dessus, je pense quand même que, tout à l'heure j'ai pas réagi, mais c'est vrai que sur certains grands points là-dessus, les agglos nous amènent quand même plutôt du bon sens, même s'il y a des trous dans la raquette. Question suivante de notre collègue Ghislaine Séné.
Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je suis arrivée un petit peu en retard, je m'en excuse, mais en tout cas, dans les témoignages que j'ai entendus, effectivement, il y a une vraie disparité. Hein. Il y a ceux qui sont sur des territoires sur lesquels on voit que ça fonctionne bien, et puis sur d'autres, ça fonctionne moins bien. Et on pourrait se dire, est-ce que c'est une question de taille? Mais on voit que parfois, c'est pas tant le sujet de la taille que finalement peut-être... alors moi je pense, parce que pour bien connaître la communauté urbaine GPSEO, un péché originel dès le départ sur le périmètre et puis voilà une volonté politique qui n'était pas partagée par toutes et tous dans la construction par ailleurs, parce que bon il y avait la question du périmètre mais aussi la constitution juridique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devenait une communauté urbaine dès le départ, définitivement, on ne pouvait pas en sortir. Et donc, ça a créé, bien évidemment, des tensions. Mais outre ça, on a aujourd'hui de vraies interrogations sur la place des maires, d'ailleurs, qu'ils soient conseillers communautaires ou pas, mais aussi la place des élus municipaux qui ne le sont pas. Et on voit un détachement, enfin, un éloignement réellement qui se crée. Moi, je voulais savoir comment fonctionnait la conférence des maires. Est-ce que vous trouviez qu'il y a des possibilités d'amélioration pour redonner la place des maires vis-à-vis de la population, parce que c'est aussi là l'enjeu. On arrive à de nouvelles élections municipales dans un contexte financier, voire politique même difficile, et que donc du coup, est-ce que il y aurait, voyez-vous des leviers qui seraient en capacité de pouvoir en tout cas redonner de l'importance, et pas simplement parce que j'entends un maire d'arrondissement, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mon mandat en 2020, c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où on transfère un maximum de compétences et que l'intérêt communautaire est poussé au maximum, bon, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est de prendre effectivement les administrés régulièrement, leur dire oui, tout à fait, je vais transmettre, l'information passe pas, le problème n'est pas résolu, et en fait, on ne fait que de prendre les coups, alors même qu'avant, ça fonctionnait, et que donc c'est difficile de justifier l'interco. Donc, est-ce que vous voyez, en tout cas dans des instances qui existent telles que la conférence des maires, la capacité, ou en tout cas des leviers où vous avez peut-être de bonnes expériences qui permettent à ce que le maire puisse être valorisé et à qui on redonne en fait un rôle de proximité. Et moi, je suis très intéressée sur la question des pôles de proximité parce que c'est finalement, voilà, moi sur notre territoire, ça n'existe pas. On a essayé de faire des pôles techniques, mais la réalité, c'est que on a besoin de redonner aux maires de la proximité, capacité de pouvoir agir directement vis-à-vis de ses administrés. Monsieur Scott, peut-être pour une... Je ne sais pas s'il m'a entendu. Monsieur Scott, peut-être pour une réaction à la question de Mme Séné. Oui, volontiers, d'autant plus que nous avons la même expérience de la même communauté urbaine, Mme Séné et moi-même, Mme Séné qui fut longtemps maire de la commune voisine, Évêquemont. Écoutez, oui, je crois l'avoir exposé tout à l'heure, ce mastodonte de communauté urbaine polycentrique que j'ai dénoncé n'a pas jugé bon de mettre en œuvre suffisamment de relais de proximité. Alors, on les qualifie comme on veut, mais on voit que le modèle est un modèle très centralisé, jacobin, et si vous n'êtes pas dans le premier cercle, il vous est difficile d'obtenir les informations en temps et heure. Ardécourt, donc l'une des 73 communes, a un poste pour tout et pour tout de conseiller communautaire. J'ai souhaité ne pas siéger pour offrir ce poste à un autre adjoint, en l'occurrence mon premier adjoint, et ainsi s'offrir deux biais d'information, de regard. Mais c'est trop peu, c'est trop peu et c'est totalement dilué à l'échelle de la communauté urbaine de Grand Paris sénéoise. Donc, quelle est la bonne solution? De quelle manière appréhender cette question? À mon avis, ça a été évoqué tout à l'heure en assouplissant les règles de sortie, ce qui est très très compliqué lorsqu'on est une petite commune, eu égard au statut même de communauté urbaine. Vous pensez bien qu'on a regardé la question et voilà, c'est très impliquant que d'intégrer à notre échelle cette CU. Et donc, c'est un modèle très, très intégratif duquel il est compliqué de se défaire.
Créer des pôles de proximité, oui, mais selon quelle logique? Une logique de strate populationnelle, une logique géographique. D'est en ouest, hein, notre communauté urbaine doit faire une quarantaine de kilomètres. 40 km en région parisienne, c'est 3 jours de marche. Hein. Donc, c'est là aussi compliqué. Je pense que le terme de péché originel est bon. Je le dis d'autant plus facilement qu'à l'époque, nous n'étions pas sur la même position avec Ghislaine Séné. Donc voilà, c'est moi qui ai eu tort à l'époque de croire que, alors que nous venions d'intégrer une petite communauté d'agglomération, eh bien, il fallait faire d'un coup grand saut, comme on aurait coupé la queue du chien en une fois, pour ne pas laisser traîner ces opérations d'organisation qui datent quand même pour nous de 2016. Aujourd'hui, le système n'est pas encore mature, mais il a déjà presque 10 ans. Voilà, que vous dire? La collègue disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir un regard sombre. Je crois que les lois NOTRe et VAPTAM ne sont pas forcément mauvaises, ça dépend ce qu'on en fait et quel outil on met en place. Mais à cette échelle, vous l'aurez compris, il y a un effet d'empattement tel et puis un levier fiscal qui a été largement actionné. Voilà, notre communauté urbaine, c'est la création ex nihilo de 1100 postes de fonctionnaires. Personne ne s'y retrouve, hein, parce qu'en plus, il y a un turnover très très important. Voilà, 900 millions de budget, des projets qui, pour bonne part, auraient été gérés. Ils l'étaient précédemment, d'ailleurs. J'ai eu plus grande peine à convaincre nos concitoyens, vraiment. Sur la conférence des maires. Pardon. Oui. La conférence des maires, pardon. Oui, pardon, oui. Je pose la question peut-être plus globalement à tout le monde, ceux qui souhaiteront répondre après M. Scott, peut-être. La conférence des maires, est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne bien dans vos intercommunalités? Est-ce qu'elles ont un vrai impact? Est-ce qu'elles sont utiles ou est-ce qu'elles sont inégalement exercées? Pour être précis, une conférence métropolitaine des maires, si on n'a pas de chiffres, ça ne sert pas à grand-chose. Nous, il doit y en avoir 5 par an ou 6 par an. Si vous en prenez une sur le budget et que vous présentez 10 slides pour 3,5 milliards de budget et que vous pensez que vous allez faire un débat avec ça, je pense que c'est se moquer du monde. Si vous ne donnez pas des chiffres sur les PPI et combien on va attribuer pour les projets par commune ou même par territoire et que vous ne donnez aucune information en disant on verra plus tard parce qu'on n'a pas les éléments, vous pouvez faire tous les débats que vous voulez, c'est du vent et c'est creux. Si vous faites nous on a des conférences territoriales des maires sur des secteurs, parce qu'on a des secteurs d'élection, conférences territoriales des maires. Si vous prenez que des sujets qui sont des sujets anecdotiques. Le dernier qu'on a fait, on a réuni des maires pour nous parler du logiciel qui est mis en lien par la métropole entre les techniciens des villes, les élus des villes et les techniciens de la métropole. On a mobilisé des maires pendant 1h15 pour ça. Comment voulez-vous que les gens y viennent et se sentent intéressés? On se moque du monde. Donc soit on prend à bras-le-corps le fait qu'il y a une vraie subsidiarité, il y a une vraie ambition, je dirais, de porter des choses qui sont communes entre l'hyper-proximité et finalement les décisions plus élevées, qui est un territoire plus large sur des ambitions qui sont peut-être plus long terme. On n'a pas cette ambition-là, et dans ce cas-là, on se fait des réunions entre amis et on a un coup à boire à la fin, mais ça ne suffira pas pour faire une dynamique ni de territoire ni d'avenir. Et je crois que l'enjeu, il est là. On va mettre 10 conférences métropolitaines des maires, si on le veut, si on arrive en disant ça ne dure pas plus d'1 heure, vous avez le droit de poser 3 questions, et puis d'abord après c'est fini, et qu'on ne donne pas des éléments chiffrés, ça va être compliqué d'avoir des éléments pour intéresser les maires à aller vers l'intercommunalité et aller vers une dynamique qui soit de subsidiarité, hyper-proximité et le territoire plus large. Je crois que
ce que l'on dit tous à des degrés divers, c'est qu'en fait, c'est un problème de gouvernance. Et là, le législateur n'y peut pas grand-chose. Il y a des gouvernances qui se passent bien, et puis d'autres gouvernances qui sont très descendantes, où on impose, et où, effectivement, nous, on a l'impression d'être là juste pour entériner ces idées ailleurs. Donc, moi, je ne vois pas trop de solutions, si ce n'est après se poser la question de savoir est-ce que le président de l'agglo est automatiquement le maire de la ville-centre? Est-ce qu'il ne faudrait pas un scrutin spécifique pour les EPCI? Enfin, c'est des questions qui se posent à ce niveau-là, qui sont pas, auxquelles je n'ai pas trop de réponses. Mais le cumul des mandats, est-ce que le maire de la ville-centre a vocation à présider le PCI? Des exemples de conférences des maires qui se passent bien et qui apportent une vraie plus-value à la réflexion intercommunale? Pas vraiment. Je n'ai pas un grand succès. Non, mais j'ai l'exemple à côté de chez nous, de la métropole de Lyon, de la communauté de Vienne-Condrieu Agglomération, où le président, c'est le président de la ville-centre, c'est vrai, mais quand il fait le choix de dire tous les maires auront une mission et une vice-présidence et auront une capacité à agir sur les projets, je pense qu'il y a un choix qui est fait de dire on reconnaît tous les territoires. Alors, peut-être qu'ils sont moins nombreux, peut-être, j'en sais rien, mais il y a, je pense, à un moment, une nécessité que de la plus petite commune à la plus grosse, on ait le sentiment de l'appartenance et le sentiment d'exister. Madame Tincelin, je crois, vous vouliez parler de la conférence des maires. Oui. Oui, merci. Bon, j'ai peu de recul pour avoir été simplement 2 ou 3 fois à des conférences de maires. Bon, je ne connaissais pas vraiment le format, donc j'ai trouvé que c'était un mode assez informatif, mais qu'il y avait au moins cet avantage de l'information. Bien évidemment, il peut y avoir des questions, des réponses, mais quand on a près de 200 personnes, non, dans les conférences des maires, pardon, on dit qu'ils sont 29, c'est assez difficile aussi d'animer un débat. Mais je pense que c'est un bon point dans l'ensemble du dispositif pour donner des orientations stratégiques et puis pouvoir en discuter. Et malgré tout, je dirais conférence des maires ou pas, je trouve que dans notre comité d'agglomération, on a une proximité avec le président ou la présidente, avec les vice-présidents, avec les services. Enfin, je trouve que les choses se font de façon très fluide. Donc, je trouve que le mécanisme a sans doute été bien pensé. Et sans doute sur les pôles de proximité, par rapport à ce que j'entends dans d'autres géographies, on a eu cette chance d'avoir nos pôles de proximité au départ, et il y avait des petites unions locales, et on a évité pour le moment, même si de temps en temps, quelques luttes peuvent se mettre en place, mais on a évité le débat grande ville, petit village. Bon, même si parfois il y a des petits villages qui ont toujours le sentiment que la grande ville a le théâtre, la piscine, etc. Ce qui est bien logique, puisque c'est quand même elle qui a le plus de population. Donc il y a ces petits débats-là. Mais sinon, je trouve que les choses sont très fluides globalement. Merci. Quelqu'un souhaite-t-il rajouter quoi que ce soit qu'on n'aurait pas eu le plaisir d'entendre cet après-midi? Est-ce que je peux rajouter juste je vous en prie. Une réflexion concernant le travail de maire. En fait, le job de maire et de conseiller communautaire, c'est plus qu'un travail à plein temps. Alors, je sais bien que l'information intercommunalité ne vise pas cette question-là, mais accessoirement quand même, ça pose vraiment le problème du statut de l'élu local que l'on attend toujours. Et alors, je veux dire un gros mot, mais aussi celui des indemnités. Parce que, en fait, les maires, aujourd'hui, il faut être ou rentier ou
ou retraités pour exercer la fonction de maire. On ne peut pas faire un travail à temps plein avec des indemnités telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est un peu une interrogation que j'ai sur la suite après 2026. Très bien. Le Sénat a voté le statut de l'élu. Et maintenant, l'Assemblée... Une réflexion, si vous me permettez. Je vous en prie. Une réflexion qui va aussi dans le sens de votre question. J'ai l'impression, et le débat qu'on a suivi ensemble l'a bien montré, dans une intercommunalité de petites communes ou de petites villes, j'ai l'impression que ça fonctionne bien et que ça apporte des choses, que ce soit aux maires ou aux municipalités. Mais j'ai vraiment l'impression, à entendre en particulier le maire de Grigny ou le maire d'Ardricourt, que dans les grandes villes, l'intercommunalité ne fonctionne pas. Et elle ne fonctionne pas parce que elle n'a pas été conçue pour fonctionner sous l'emprise d'une municipalité centre qui prend le pouvoir sur tout le reste. Dans les intercommunalités rurales, il y a parfois des tentations. Quand vous avez la ville-centre qui fait 8000 habitants et puis la plus petite commune à côté qui en fait 1200, il y a des tentations de prendre le pouvoir. Mais en général, ça se passe bien, parce que les gens se connaissent, sont proches. Dans les grandes métropoles, j'imagine que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'avoir mélangé les gens entre fonctionnement de métropole urbaine et d'intercommunalité, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Et on ne peut pas résoudre des problèmes particuliers d'intercommunalité rurale et ces énormes problèmes que rencontrent les intercommunalités urbaines. Ce n'est pas la même chose. Et vous ne résoudrez rien si vous ne séparez pas les choses. Enfin, c'est mon avis. Très bien. Juste sur la métropole de Lyon et son statut particulier, qu'il faut chaque fois former et re-questionner dans son efficience peut-être, et qui peut être intéressant avec ce cumul communauté urbaine département, mais qui parfois peut amener aussi une espèce de verticalité qui est complexe à gérer. Et cette non-représentativité de l'ensemble des territoires au sein de la communauté de la métropole de Lyon, ça pose un vrai sujet de fond, voire même, ce qui est mon cas, c'est l'opposition qui est présent et qui tire les ficelles de l'intercommunalité et qui bloque les projets que peut construire mais c'est le cas de plein d'autres maires sur la métropole de Lyon. Et finalement, ce non-cumul des mandats qui fait que ce n'est pas une intercommunalité, la métropole de Lyon, mais c'est une collectivité à part entière et qui fait que globalement, si on est maire et à la métropole, on ne peut pas faire autre chose à côté. Voilà. Ça reste un débat de cet objet non identifié qu'est la métropole de Lyon. Oui, c'est très particulier ce qui concerne la métropole de Lyon. Écoutez, moi je peux vous dire à ce stade, parce qu'on a fait quand même un certain nombre d'auditions, qu'il n'y a pas de règles. Il y a des intercos qui sont riches, d'autres qui le sont moins. Certaines sont grandes, d'autres le sont moins. Et on ne peut pas, à partir de ces simples informations, considérer que ça marche bien ou moins bien. C'est plus subtil que ça, et c'est pour ça que c'est passionnant. Mais pour Lyon, je ne vois pas ce qu'on peut faire à notre niveau. Il faudra encore patienter. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de votre participation et je vous souhaite une agréable fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.